premier niveau, c'est le piège qu'a attendu M. Ouattara à l'opposition. Parce qu'il n'avait plus le choix. En allant aux législatives, c'était le piège qu'il a tout de suite tendu à l'opposition. Je vais l'expliquer tout de suite. Deuxièmement, il y a un piège dans lequel l'opposition elle-même s'est engouffrée. C'est ce que j'appelle se faire harakiri. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous sommes auto-flagellés. C'est cela, le piège que j'appelle le piège de l'effritement de l'unité de l'opposition. Ça a été un gros piège. Et malheureusement, nous nous sommes piégés et nous sommes tombés dans notre propre piège. Mais le dernier piège que je voudrais révéler ici, ce soir, c'est le plus gros. C'est le piège institutionnel que constituent les législatives. Et ce que j'appelle piège institutionnel, vous allez comprendre. En allant à ces législatives, est-ce que nous ne légitimons pas, ou alors est-ce que nous ne constitutionnalisons pas, ou du moins, pour citer ma sœur et amie Marie-Odette Lorugnon, ou bien est-ce que nous ne normalisons pas le pouvoir de M. Ouattara? Voilà les trois types de pièges. Mon objectif, ce n'est pas de décourager ceux qui sont déjà engagés. Plein de mes amis, mes jeunes frères, mes collègues, mes amis de tout le temps, ils sont déjà engagés dans la course. C'est un choix. Et donc, finalement, en concluant cette émission, c'est de dire à l'opposition, attention, l'opposition n'a pas droit à l'erreur. Parce que l'erreur sera fatale pour l'opposition. Et donc, mon but, quoique n'étant pas d'accord avec ces législatives, c'est de faire en sorte que nous ne sortions pas la tête basse. Parce que mon objectif, nous avons passé quand même 10 ans à lutter contre ce régime. Nous ne pouvons pas voir ces 10 années-là s'effriter et s'envoler pour du néant. Non, on ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que je continuerai d'alerter, je continuerai de conseiller, je continuerai d'apporter ma voix à l'opposition pour que cette tentative-là, qui n'est pas la bonne, qui n'était pas celle qu'il fallait, n'échoue pas. Parce que si elle échoue, ça sera fini pour l'opposition politique. Mais alors, il va falloir inventer autre chose peut-être. Alors, quel était ce premier piège que M. Ouattara nous a tendu? Le premier piège, c'est quoi? Regardez le contexte. M. Alassane Ouattara est perdu. L'opposition est mobilisée. Les Ivoiriens ont suivi l'opposition. Jusqu'au 11 novembre 2020, date à laquelle M. Ouattara rencontre M. Henri Konan Bédié à l'hôtel du Golfe à Abidjan, M. Ouattara est perdu. L'opposition a fait preuve de génie. À tous les niveaux, il a été battu. Donc, dans le face-à-face, jusqu'au 11 novembre, l'opposition est en position de force. Lorsque nous menons ce combat, je vais être concret. Au plan juridique, M. Ouattara est mal barré. Il a violé la Constitution. N'importe qui lit la Constitution du 6 novembre, du 8 novembre 2016, autant pour moi, il va comprendre clairement que c'est 2 mandats qui sont inscrits là-dedans. N'importe qui lit la Constitution de 2000, 1er août 2000, il va voir que clairement l'article 35 stipule que c'est 2 mandats qui sont prescrits pour le président de la République. Les 2 constitutions sont conjointes par l'article 183 de la dernière constitution qui dit qu'il y a une certaine continuité tant qu'il n'y a pas de contradiction. Donc les 2 mandats sont actés. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire s'est fourvoyé. Juridiquement, nous sommes en force. Deuxième élément juridique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle a été sollicitée par l'opposition. Parce qu'on a recalé le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on a recalé M. Guillaume Soro. Elle réfléchit, elle statue, les partis discutent et on nous donne des verdicts. La Cour africaine demande à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire M. Guillaume Soro, de réinscrire M. Gbagbo dans la course électorale. C'est un pied de nez au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Donc l'opposition est en position de force. M. Ouattara est battu d'un point de vue juridique dans ce combat-là. Premier point. Deuxièmement, au plan stratégique, l'opposition a pris le dessus. Au moment où M. Ouattara envoie des milices
des jeunes armés de machettes pour découper, pour pourchasser les manifestants, l'opposition est dans une stratégie qu'on a appelée désobéissance civile. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition va-t-en-guerre. Une opposition qui dirait à des gens, prenez des armes, allons-y, une insurrection. Non, elle dit désobéissance civile. Dans le principe démocratique, la désobéissance civile n'est pas une action dangereuse. Elle est plutôt une action de paix. C'est une action démocratique, de manifestation légitime. La preuve, Martin Luther King a obtenu le prix Nobel de la paix. Je crois que c'est en 1964. Avec la désobéissance civile. Mahatma Gandhi l'a appliqué. Donc, on comprend très bien que l'opposition a fait là encore preuve de hauteur d'esprit, de grandeur d'esprit, d'amour pour la patrie, de non-violence. Donc, dans la stratégie, M. Ouattara a encore battu. L'opposition dit, on peut faire un boycott actif. Boycott actif, ça veut dire simplement que faisons tout pour que l'élection soit empêchée, entravée. Mais dans le boycott actif, on ne s'en prend pas aux hommes. On s'en prend aux instruments. Qu'est-ce que c'est qu'une urne? Qu'est-ce que c'est qu'une voiture cassée à côté d'un être humain qu'on décapite? Donc l'opposition a fait preuve là encore d'ingéniosité, de non-violence. Belle stratégie. L'opposition va plus loin. On sort le jockey qui s'appelle le CNT, le Conseil national de transition. À là, c'était la totale. M. Ouattara est abasourdi. Il est paniqué. J'ai dit, le roi est devenu fou. Parce que le Conseil national de transition, s'il avait eu l'audace de sortir un gouvernement, oh oui, ne me demandez pas, il n'est pas légal, il est légal. Non, c'est un autre débat. Là, nous sommes dans un combat stratégique et c'était une très bonne chose. Voilà comment l'opposition était en force. Tellement en force que M. Ouattara a été interpellé par ses soutiens à l'extérieur pour que Dardar, il demande à M. Bédié un tête-à-tête. Je vous précise que le CNT a été lancé le 2 novembre. Et que le 9 novembre, le lundi 9 novembre, les Ivoiriens sont mobilisés. Comme tous les lundis, ils le faisaient. Et c'est là où la catastrophe des catastrophes s'est abattue en Côte d'Ivoire avec la décapitation de notre jeune compatriote Nguessan Kofi Toussaint Ouattara. À partir de là, M. Ouattara comprend qu'il a perdu la bataille. Il faut aller au dialogue. Mais pourquoi c'était une grande victoire? Parce que M. Ouattara, il n'a jamais voulu, il n'a jamais respecté son opposition. Hein? M. Ouattara ne peut pas s'asseoir avec ses opposants. C'est pas M. Ouattara. M. Ouattara, c'est monsieur, tout le monde allégeance. Donc, avec cette stratégie, l'opposition a pris le dessus. M. Ouattara paniqué. M. Ouattara coincé, il a demandé le tête-à-tête. Et le tête-à-tête eut lieu. Maintenant, après le tête-à-tête, évidemment, la suite, on la connaît. L'opposition demande, là où je vous parle aujourd'hui, la dernière revendication de l'opposition, c'était donc un dialogue national. Comme le CNT a failli diviser l'opposition, allons au dialogue national pour contraindre M. Ouattara à venir à la table de négociation, pour qu'on aplanisse tout, pour qu'on arrondisse les angles et que nous puissions aller tranquillement à des législatives, à d'autres élections, pour qu'il n'y ait plus de mort d'homme. M. Ouattara a compris que s'il voulait s'en sortir, il faut qu'il passe à autre chose. En passant à autre chose, il va tenter l'opposition en lançant les législatives. On va les diviser parce que certains parmi eux voudront aller aux législatives plutôt que de continuer la résistance. Voilà le gros piège que M. Ouattara nous a tendu. Voilà le gros piège dans lequel, hélas, certains parmi nous sont très vite tombés. Parce que ce M. Ouattara, il n'est pas démocrate. Ce M. Ouattara, il ne respecte pas les règles du jeu. Donc, en nous invitant à des élections, c'est encore pour nous distraire. En 2010, il n'était même pas au pouvoir, il était dans l'opposition. Et il a triché. C'est pas moi qui le dis. Il a triché en 2010. Dans le Nord, dans 7 départements. Il a triché. Donc aujourd'hui, il est au pouvoir. Ah non. Il ne partagera pas la CEI avec quiconque. Celui qui est à la tête de la CEI, c'est un de ses hommes, c'est un de ses militants. C'est le petit bras droit du président du Conseil constitutionnel. Le même Conseil constitutionnel qui a validé la candidature illégale, illégitime et inconstitutionnelle de M. Ouattara.
Le même Conseil constitutionnel qui a validé cette élection inconstitutionnelle. C'est tout un système. C'est tout un régime. Voilà, chers frères. Donc, le premier piège, M. Ouattara, pour qu'il s'en sorte, il fallait qu'il mette tout de suite la question du mandat présidentiel, du troisième mandat, étant sur la table. Il nous a fait changer de sujet pour passer à autre chose. Parce que là, il avait perdu le combat. Et là, je puis dire qu'il nous a eu. Parce qu'il n'avait plus le choix. Il a préféré passer à autre chose. Et beaucoup de membres de l'opposition ont cédé. Mais pourquoi il l'a fait? Excusez-moi, mais pourquoi il le fait? M. Ouattara, il connaît l'opposition. Il connaît l'opposition. Notamment le PDCI-RDA. Il connaît l'opposition. Il sait qui peut tenir la route et puis qui peut céder facilement. Il connaît l'opposition. En lançant ces législatives, il a trouvé une porte de sortie. Et je vais vous montrer dans le troisième piège comment est-ce que ce débat sur le troisième mandat est définitivement clos lorsqu'on part à ces législatives. Je vais répéter pour que quelqu'un entende. En allant à ces législatives, avons-nous encore des moyens constitutionnels, légaux, pour venir dire que ce troisième mandat n'est pas acté? Avons-nous encore le droit de dire que ce troisième mandat-là, il est hors constitution, il est illégal? Non. Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais enfin, en concluant ce premier point de piège, je vais vous dire que nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous avons cédé et nous nous sommes fait piéger, nous nous sommes fait nous-mêmes prendre à notre propre piège, ce que j'ai appelé, on s'est fait harakiri. Et c'est le deuxième piège que je m'avais décrit. Quel est-il? Je l'ai appelé le piège de l'effritement de l'unité de l'opposition. Et là, je voudrais vraiment aujourd'hui me permettre d'expliquer un certain nombre de choses à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez, chers compatriotes ivoiriens. La grande victoire de cette opposition que vous voyez aujourd'hui, depuis pratiquement quelques mois, 6 mois, 1 an à peu près, avec le président Laurent Gbagbo d'un côté, le président Henri Konan Bédié de l'autre, et puis toute la jeune génération de Guillaume Soro, de Blé Goudé, de Koulibaly, et j'allais dire le ministre Mamadou Koulibaly, Mabri Touakeuse, tous ces gens, la grande victoire que nous avons obtenue, c'est l'unité. Je vais vous dire qu'on peut gagner plusieurs choses. Mais avant de les gagner, avant de remporter ces victoires-là, il fallait d'abord remporter la victoire de l'unité. C'est ça le socle de notre victoire aujourd'hui. Dès l'instant où nous perdons la victoire de l'unité, je suis désolé, mais nous avons perdu ce combat. Si nous perdons notre unité, on a perdu ce combat. L'unité, c'était notre bien précieux. Et on s'est battu pour qu'on ait cette unité de l'opposition. Parce que uni, M. Ouattara est seul. Uni, il est seul. On le terrasse. Mais désunis, on est mal barré. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette unité-là, elle a été effritée. Elle est morte. Regardez aujourd'hui, il ne se passe plus de jours sur les journaux que vous ne lisiez. L'opposition s'en va à rang dispersé. L'opposition se bat, etc. Et on donne l'impression à nos compatriotes ivoiriens, ceux-là qui ont tant donné de sacrifices, qui ont fait tant de sacrifices pour la patrie, j'allais dire, pour que l'opposition ait la force. 90% des Ivoiriens ont dit non à M. Ouattara le 31 octobre 2020. Incroyable. Mais nous leur donnons l'impression aujourd'hui que c'était les postes. C'était les postes. Non, ce sont les postes. Le temps presse, on a tout fait, on n'a pas pu. Non, il y avait encore quelque chose à faire. Tant qu'on est dans un combat et qu'on n'atteint pas l'objectif, il y a toujours à réinventer des stratégies. C'est tout ce qu'il fallait faire. Mais on ne peut pas se mettre à genoux devant M. Ouattara. On ne l'a pas fait pendant 10 ans. Je refuse de le faire. Parce que M. Ouattara, il n'incarne pas la Constitution. Mais M. Ouattara, il n'incarne pas la paix dans mon pays. M. Ouattara, il aime diviser. Il aime la violence.
Or, nous sommes des Ivoiriens avec une culture de paix. Oufouette nous a élevés dans la paix. Nous avons tous crié au lycée, vive la paix, vive Nana Oufouette-Boigny, vive le PDCI RDA. C'est vrai, aujourd'hui on peut comprendre qu'il y a une sorte de combinaison, de mélange entre le parti unique et la République. Mais il nous a au moins enseigné la paix. Les Ivoiriens n'aiment pas la guerre. Les Ivoiriens n'aiment pas la violence. Oh, depuis 30 ans, notre nation est confrontée à une violence incroyable. Où on décapite des Ivoiriens. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ça me paraît plus important que des postes ministériels, présidentiels, ou législatifs, ou municipaux. J'ai marre, et je voudrais pouvoir le dire aux Ivoiriens. Mes chers compatriotes, l'unité de l'opposition, je me permets de vous dire, de mon point de vue, et selon ma lecture, parce que je peux me tromper, je ne suis pas Dieu, il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. J'ai ma vérité. Cette unité de l'opposition-là, elle nous est chère, parce que nous nous sommes battus pour que nous puissions l'avoir. Je veux dire à quiconque qui suit cette émission, je mets quiconque